d'entre vous connaissent et le collectif anti-recours et notre association Soissonnais en transition. Et aujourd'hui, nous saluons le stand des soulèvements de la Terre, que je vous invite aussi à rencontrer ce soir, mais je sais que tu vas assurer. Mais merci, il intervient généreusement, gratuitement. Et puis, merci aussi à Pierre Lenoble qui assure à chaque fois la vidéo. Et donc, après un petit temps, on peut retrouver sur YouTube tes vidéos. Donc, et je sens que Thomas Leroux, chargé de recherche au CNRS en histoire environnementale, économique et sociale. Merci Thomas. On va essayer de répondre ensemble à ces questions. Merci beaucoup Nicole pour cet accueil et cette invitation. Je suis très flatté d'être ici avec vous. À Paris, j'ai jamais eu une foule aussi nombreuse, je dois dire. Donc je suis très heureux d'être ici, dans cette ville où je suis né, effectivement, et où ma mère habite actuellement. Je suis venu donc à l'invitation de Nicole et d'autres camarades de la mobilisation Stop Rockwool. Étant déjà venu une fois, il y a 4 ans, pour présenter un panorama général sur l'histoire des pollutions. Et cette fois-ci, ayant suivi un peu cette affaire Rockwool, pour vous présenter des choses que j'ai faites plus récemment, parce que je suis plutôt un historien des 18e et 19e siècles. Mais l'histoire se répète parfois. Et surtout, j'ai travaillé plus récemment sur l'accident du Lubrizol, dont vous voyez ici le panache de fumée du mois de septembre 2019. Et ça m'a amené à regarder un peu dans la longue durée aussi, avec ce que j'avais fait auparavant dans mes recherches, comment ça a évolué de nos jours en fait, dans un contexte où on parle beaucoup de prise de conscience environnementale, de réglementation très stricte, d'une écologie qui viendrait protéger l'environnement, notamment par des règlements. Et donc j'ai voulu regarder comment ça se passait en fait en termes de risque industriel, si c'était vrai ou pas, si avec la création du ministère de l'Environnement depuis maintenant 50 ans, avec les lois européennes, si c'était vrai qu'on protégeait mieux les riverains ou la population des risques industriels. Et donc, quand on regarde ça, on voit tout de suite une loi, c'est la loi de 1976, dont je vais parler un peu plus en détail maintenant, et c'est pour ça, comme ça j'explique un peu le titre, 1976. C'est la loi de 1976 sur ce qu'on appelle les ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement. Depuis 1976, on est un peu dans cet ordre-là réglementaire, même si ça a beaucoup évolué, vous allez le voir. Et en fait, il y a eu peu de travaux là-dessus, et donc aujourd'hui je ne vais pas tellement parler de Rockwool, mais un peu dans quel contexte Rockwool peut en fait exister, et comment les pouvoirs publics gèrent la situation, à la fois dans les études, dans le préventif, et puis après, si elle est construite un jour, comment ça va se passer dans la surveillance de l'usine, et les éventuelles infractions de l'industriel par rapport aux normes, aux conditions d'autorisation. Donc je parle du passé et je ne sais pas si je vais parler du futur, mais au moins je donnerai quelques éléments qui vous montrera comment ça se passe pour certaines usines en France de nos jours. Donc en quelque sorte ça va être nos plongées dans 50 années qui ont eu lieu, et l'idée générale est assez désespérante à vrai dire, c'est que bien que, effectivement, depuis le Club de Rome, 1972, alerte à la croissance, stop à la croissance, et tout ce qui s'en a suivi, en même temps le ministère de l'Environnement, la conférence de Stockholm, enfin voilà, au début des années 70, il y avait vraiment une effervescence sociale, naissance de l'écologie politique, et malgré, donc cette loi de 1976, que je vais expliquer un peu, malgré ça, ce que j'ai constaté, c'est qu'on est plutôt dans un contexte de dérégulation, de régression du droit de l'environnement. C'est-à-dire que les normes juridiques, en tout cas, je ne vais pas dire techniques, mais là j'adopte un point de vue juridique, les normes juridiques sont beaucoup moins contraignantes pour les industriels de nos jours qu'il y a 50 ans, en fait, malgré les alertes environnementales très fortes qu'on connaît. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant.
Donc, pour commencer, peut-être un petit retour en arrière dans le long terme pour vous montrer dans quelle histoire très longue ça s'inscrit quand même. Je vais essayer d'être rapide, mais tout ça pour vous dire qu'avant les années 1800, alors évidemment il y avait beaucoup moins d'industrie, la chimie de synthèse n'existait pas, enfin il y a beaucoup de produits, de molécules chimiques qui n'existaient pas. Par exemple, le phénol, hein, qui est très important pour l'usine Rockwool, c'est un composé, ça vient de la carbochimie, c'est synthétique, hein, ça n'existait pas avant la pétrochimie, etc. Donc bien que l'industrie n'était pas aussi dangereuse que de nos jours, les règles de contrôle, de réglementation étaient vraiment très très strictes. Et les industriels pouvaient être considérés très très facilement comme des délinquants, voire des criminels. Donc il y a toute une série de règles qui composent ça, mais il y a ce grand traité de la police qui est du début du XVIIIe siècle. Je résume vraiment rapidement, mais c'est un traité de la police qui était une somme de jurisprudence encyclopédique qui a été copiée partout en Europe en fait, et qui sert de base à la police, qu'on dirait de nos jours police administrative, mais aussi à la justice, et qui inclut des règles de gestion des établissements artisanaux, des manufactures, des fabriques qui peuvent laisser se dégager des mauvaises odeurs. Donc on a les tanneries, les teintureries, enfin voilà, il y a tout un ensemble des papeteries, des filatures de coton. Donc il y a un certain nombre d'établissements quand même artisanaux qui peuvent être dangereux, qui peuvent dégager une mauvaise odeur, etc. Et eh bien, malgré des volumes et une échelle de pollution assez faible, des risques quand même industriels assez faibles, les polices locales, les autorités locales en fait étaient extrêmement strictes vis-à-vis de ces établissements. À titre préventif, hein, c'était dans ce qu'on appelle les enquêtes de commodo et incommodo. Alors aujourd'hui c'est plutôt enquête publique ou d'utilité publique. C'est-à-dire c'était des enquêtes qui permettaient aux autorités de se faire un avis sur les établissements en interrogeant notamment les voisins. Donc commodo et incommodo, c'est commodité ou incommodité. Hein. Il y avait aussi toutes les normes. Donc, par exemple, dans ce traité de la police, hein, il y a un chapitre entier qui s'appelle éloigner du milieu des villes les professions qui peuvent infecter l'air. Donc en fait, il n'était pas toléré qu'un établissement qui pouvait nuire à ses voisins puisse être en ville, par exemple. Hein. Donc là, imaginons l'usine Rockwool qui déverse ces fumées qu'on les ressente. En fait, ça serait considéré comme un établissement nuisible. On ne disait pas polluant à l'époque, on parlait de nuisance. Et pour ce fait, l'artisan ou l'industriel peut être condamné à des peines même de prison, en fait. Hein. C'est-à-dire que on considère que la mauvaise odeur est attentatoire à la santé publique, et donc il faut que ces établissements, s'ils doivent exister, doivent fonctionner vraiment en dehors des villes et que les habitants ne soient pas gênés. Et puis un aspect répressif, hein, à la fois de police administrative, répressif, là c'est un peu la citation du milieu que un des commissaires de police de la ville de Paris a, là c'est en 1774 vis-à-vis d'une usine de papier peint qui était établie en ville et qui laissait se déverser des eaux de teinture dans les ruisseaux. Donc là ce qu'il dit c'est que ceux qui par la profession emploient des denrées et des drogues qui peuvent infecter l'air et nuire à la santé du voisinage soient tenus de se retirer hors les faubourgs dans les lieux éloignés pour exercer leur profession. C'est un exemple parmi plein d'exemples de commissaires de police ou de jugements à la chambre de police par le lieutenant général dans les grandes villes françaises, en fait, contre des artisans ou des industriels qui seraient établis en ville à l'encontre des règlements préventifs, normatifs, etc. Donc, dans mes recherches, hein, j'avais présenté ça il y a 4 ans, et j'ai beaucoup de procès, en fait, et des condamnations d'industriels à des fortes amendes, à des destructions d'ateliers, parfois même à des peines de prison. Hein. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre deux choses. Hein, c'est que, premièrement, la médecine considère que la mauvaise odeur véhicule les maladies, hein, c'est ce qu'on appelle le miasme. C'est la médecine dominante, elle n'est pas complètement d'accord sur ce sujet, mais de manière générale, la mauvaise odeur, c'est l'indicateur de pathologie future, en fait. Hein. Et deuxième chose, on est dans des sociétés vulnérables, globalement vulnérables, et donc toute altération du milieu local provoque forcément des déséquilibres et des craintes très très fortes pour la survie des communautés, en fait. Prenez l'exemple de l'eau, hein, de l'eau qui est souillée en 1750 dans une communauté. Ben, ça veut dire que la population n'a plus d'eau potable, en fait, parce qu'on n'a pas de système d'adduction d'eau qui permet d'aller chercher de l'eau à 50 km dans des sources pures, ni de bouteilles en plastique qu'on fait venir, ni des citernes qui peuvent alimenter la population, comme ça. Donc les populations s'alimentant et buvant sur place, il faut absolument que le milieu local soit parfaitement sain. D'où le fait que les polices étaient extrêmement strictes contre les industriels pour préserver les équilibres du milieu. Donc on trouve dans la société du XVIIIe siècle des sociétés environnementalistes beaucoup plus que de nos jours,
parce qu'elles reposent sur les ressources du local, du milieu local, et qu'elles ont absolument besoin que ces ressources soient saines, absolument saines, pour pouvoir survivre. Alors, deux autres repères aussi dans cette longue généalogie du risque industriel. C'est un système qui bascule en quelque sorte pendant la Révolution française et au début du XIXe siècle, sous le consulat et l'Empire napoléonien. Alors, sous la Révolution française, c'est des transformations sociales et économiques très brusques, brutales, c'est révolution des institutions, etc. Fait abolition de la féodalité, ça vous connaissez tous. C'est aussi plusieurs années de guerre en fait, contre les armées aristocratiques étrangères, donc contre l'Autriche, Hongrie, la Prusse, la Grande-Bretagne, etc. Et donc en situation de guerre, les gouvernements révolutionnaires ont pris des mesures à la fois énergiques et défavorables à l'environnement, dans le sens où on était dans une forme de dictature, la terreur aussi, et au-delà de la terreur, un gouvernement très très autoritaire qui a mis en place une mobilisation des ressources et de la production industrielle pour fabriquer des armes, pour fabriquer de la poudre, etc. Et dans ce cadre-là, les mesures de sécurité préventive qui étaient d'usage en fait avant la Révolution française ont été abolies. Dans ce contexte de guerre, les guerres sont jamais des beaux contextes et des bons événements pour l'environnement. Dans ce contexte de guerre, il était donné la priorité à la production à marche forcée en fait. Et dans ce cadre de production à marche forcée, une poudrerie a été construite à Paris. C'est ce qu'on appelle la poudrerie de Grenelle. Grenelle, c'est un quartier de Paris, où en quelques mois, en fait, une concentration de 2000 ouvriers a été imposée pour fabriquer de la poudre d'artillerie, ce qu'on appelle la poudre noire. C'est un mélange de salpêtre, de soufre et de charbon. Et ça explose très très facilement en fait. Et auparavant, les poudreries étaient construites dans les campagnes, près des rivières, avec une fabrication assez lente. Il fallait un mois pour arriver à une bonne poudre. Et là, la fabrication révolutionnaire en 4 jours, avec une concentration d'ouvriers exceptionnelle, puisque normalement une poudrerie, c'est 50 ouvriers, les bâtiments sont séparés les uns des autres par des buttes pour que, en cas d'explosion, l'onde de choc ne se propage pas, etc. Là, tout était rassemblé, 2000 ouvriers étaient là, et les règles de prévention en fait n'ont pas été tenues, comme quoi les règles de prévention sont très importantes, puisque là, le 31 août 1794, la poudrerie explose, elle fait plus de 600 morts, 1200 blessés, essentiellement des ouvriers de la poudrerie. Et c'est de nos jours encore le plus grave accident industriel de l'histoire de France. Bon, ça c'est un petit repère. J'en profite pour dire que la personne qui dirigeait cette poudrerie, d'un point de vue politique, puisqu'elle dirigeait l'agence des poudreries Salpêtre, c'était Jean-Antoine Chaptal, que vous connaissez peut-être de nom. Il y a des rues Chaptal, des lycées Chaptal un peu partout. Grand homme d'État, puisqu'il était ministre de l'Intérieur entre 1800 et 1804. Anciennement médecin, devenu chimiste, puis industriel de la chimie industrielle, acide sulfurique, etc. Et pendant la Révolution, c'est lui qui a dirigé cette usine, et j'en parle parce que c'est lui qui, en fait, fonde le nouvel ordre des régulations en 1810, avec la première loi au monde sur les pollutions qui réglementent les établissements qui dégagent des mauvaises odeurs. Alors, première loi au monde, c'est une loi, en fait, qui vient remplacer tous les règlements d'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'il vient remplacer les règles de droit commun, avec une répartition entre police et justice. J'ai été très vite pour l'expliquer tout à l'heure, mais Chaptal décide que pour en fait, réformer ce système, il faut une loi. Ça ne passe plus par le droit commun. Et pourquoi une loi? Parce que c'est une loi qui va permettre de protéger les industriels, parce que le droit commun ne protégeait pas les industriels. Je vais vous expliquer un peu rapidement pourquoi. Parce que le droit commun protégeait les voisins des nuisances d'un autre voisin. Et avec le décret 1810, cette loi 1810, donc c'est un décret parce qu'on est en régime impérial aussi, on est en dictature impériale avec Napoléon Ier. Ce décret, donc, en fait, permet de protéger l'industriel de plaintes d'éventuels voisins. Je vais donner quelques détails. Il donne déjà, premièrement, le primat au conseil de salubrité. Le conseil de salubrité, c'est ce sont des assemblées en gros d'experts qui sont essentiellement des chimistes ou des pharmaciens et qui vont être là pour dire si telle ou telle industrie est nuisible ou pas nuisible. Alors, on est à une époque où on est dans la naissance de la chimie industrielle, et donc ce sont ces mêmes inspecteurs du conseil de salubrité, eux-mêmes chimistes et parfois industriels, qui vont dire si les produits industriels qu'ils fabriquent sont bons ou pas bons en fait. Et donc, dans ce cadre-là,
Ils instaurent une approche plutôt technique des choses en disant ce produit est néfaste, ce produit n'est pas néfaste, etc. Et ils vont essayer de reporter la faute sur les ouvriers, par exemple, s'ils font une mauvaise manipulation, ou sur les voisins, s'ils sont venus s'installer trop près d'une usine, par exemple, ça serait de leur faute. Donc en gros, c'est un petit peu ça. Alors dans le détail, en gros, là, je vous ai mis en gros, un peu les... Pour bien comprendre la logique de cette loi 1810, la première loi au monde, je le précise, c'est-à-dire que la France a été précurseur dans ce domaine, puisqu'ensuite tous les pays européens l'ont copié. À la fois pour harmoniser le droit et puis pour être sur les mêmes règles de concurrence par rapport au cadre normatif du développement industriel. Mais donc ce décret de 1810, en gros, il instaure une règle préventive, ça remet les enquêtes de commodo et incommodo avant une autorisation. Mais il y a deux articles qui sont très importants. C'est l'article 11 qui dit que la justice ne peut intervenir que pour indemniser des dégâts qu'une industrie aurait infligé à des tiers, c'est-à-dire des dégâts, par exemple, des récoltes qui auraient été grillées par des vapeurs acides, par exemple. Donc le fermier à côté pourrait dire, voilà, toutes mes récoltes ont été brûlées par les émanations de votre usine, je demande que vous m'indemnisez, et c'est la justice qui tranche. Et ce faisant, ça c'est le régime du Code civil, on va dire, ce faisant, l'article 12 qui suit va transformer ce qui était de l'ordre du pénal, parce que vous savez qu'il y a justice civile, justice pénale, et tout ce qui relevait de l'ordre de la justice pénale, avant 1810, va être incorporé ici dans l'article 12, qui dit qu'en cas d'établissement insalubre, c'est le Conseil d'État qui va décider. Et comme vous le savez, le Conseil d'État, c'est la plus haute chambre administrative de l'État français, le Conseil d'État qui a été créé par Napoléon. Donc ça remet toutes les infractions d'ordre pénal dans la juridiction administrative, Conseil d'État. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, plus aucun industriel laissant dégager une mauvaise odeur ne pouvait être passible de poursuite en cour correctionnelle, par exemple, voire en cour d'assises. Parce que parfois il y avait des suspicions de décès, de meurtre, des décès suite à des émanations de l'industrie. Alors c'est un peu un paradoxe parce que la même année il y a eu le code pénal, 1810, le code civil c'est 1804, le code pénal c'est 1810, et on vit encore de nos jours dans ce régime juridique en quelque sorte. Et le code pénal, dans son article 471, dit bien qu'en fait un industriel ou un individu qui laisse s'exhaler en dehors de sa propriété des odeurs qui peuvent nuire ou être un danger pour la santé publique peut être poursuivi en fait. Et donc il y a eu pendant quelques années une concurrence des juridictions entre justice administrative ou police administrative et le champ pénal. Et finalement, en 1824, le Conseil d'État a définitivement tranché en disant que ce serait des affaires administratives. Et ça permet de comprendre comment ça se passe ici avec Rockwool aussi. Tout est traité par l'administration. Héron de Villefausse, un ingénieur chimique qui était conseiller d'État, disait ça par exemple, que c'est précisément parce que l'application des règles de droit commun, donc droit commun c'est code civil, code pénal, avait présenté d'énormes difficultés dans les affaires de ce genre qu'il a été reconnu nécessaire en France d'établir une législation spéciale concernant les ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était encore le droit pénal les règles de droit commun en fait, et donc potentiellement du droit pénal qui avait la main sur les établissements artisanaux industriels, ça aurait gêné énormément les industriels parce qu'ils se retrouveraient susceptibles, comme avant, d'être jugés en cour correctionnelle. Et donc il a été jugé utile, c'est ce qu'il dit, et nécessaire en France d'établir une législation spéciale, c'est-à-dire un cadre juridique dérogatoire au droit commun pour gérer ces établissements artisanaux, industriels, ces fabriques, ces manufactures. Et le but c'était bien sûr d'industrialiser la France dans un contexte napoléonien d'empire industrialiste, une politique industrialiste, et qui s'est poursuivie pendant de nombreux siècles, puisque, au moins deux en tout cas, deux et demi, puisque le 19e siècle, comme vous savez, c'est le siècle du progrès, le 20e siècle, c'est le siècle de l'industrialisation, des guerres industrielles, etc. Tout a été favorisé par une législation en fait, qui a protégé l'industriel globalement. Alors sous condition, bien sûr, sous condition de se soumettre à des règles de prévention, à une surveillance, à des contrôles, mais qui ne l'empêchent pas de fonctionner en réalité. Et ce qui a permis ça, c'est des normes et des seuils qui
ont été fixées et qui ont été changées année après année, surtout avec énormément de produits qui sont apparus aussi en cours de période. Et donc à chaque fois des normes, des plafonds, des seuils, avec des mesures sans cesse à réajuster. Et ces réajustements, en fait, ils ont eu lieu en fonction justement de la combativité des voisins, en général, de la combativité de la population, pour s'opposer ou accepter ou tenter de gêner un industriel qui pouvait répandre des mauvaises odeurs ou des risques pour la santé publique. Alors, cette loi 1810, je l'ai dit, elle s'est répandue un peu partout en Europe ensuite, puis aux États-Unis, et puis de la majorité maintenant du monde, en fait, les règles sont plus ou moins dures, plus ou moins souples, mais c'est pris en charge par l'administration. Parce que le but, quasiment dans tous les pays du monde, c'est d'industrialiser le pays, c'est d'être concurrentiel, d'obtenir des parts de marché, donc il faut à tout prix être main dans la main avec l'industriel. Alors cette loi, elle a été, je dis très très vite, réformée en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, mais dans un sens qui donnait encore plus de droit, enfin plus d'importance encore à la technique. Donc l'idée c'était de garantir la sécurité, mais surtout la sécurité des industriels. En plus là on est en pleine guerre, 1917, il ne s'agit pas trop de gêner les industriels qui fabriquent des armes, des blindés, des voitures, etc. Et donc dans une approche de plus en plus technique. Alors jusqu'en 1976, c'est cette loi de 1810-1917 qui a eu lieu, et puis 1976, c'est cette grande loi de juillet sur les ICPE, donc, qui était censée répondre à des impératifs nouveaux, celui de l'écologie politique telle qu'elle était née depuis quelques années, la création du ministère de l'Environnement en 1971, ministère de l'Environnement et du cadre de vie, mais aussi des accidents graves, puisque en 1966, par exemple, l'usine de Feyzin, une usine pétrochimique au sud de Lyon, avait explosé et avait tué une dizaine de personnes. Donc c'était un accident quand même assez grave. Et puis il y avait eu une série d'autres petits accidents qui avaient eu lieu, un peu moins graves, mais on sentait bien que avec les 30 Glorieuses, il y avait eu une forme d'industrialisation, de montée de la pétrochimie, de l'industrie de synthèse, enfin de la chimie de synthèse, avec des risques nouveaux, et qu'il fallait réformer cette loi. Et donc cette loi, en fait, elle a été votée le 19 juillet, c'est-à-dire juste quelques jours après un accident très important, aussi très célèbre, qui est l'explosion de l'usine Icmesa à Seveso, en Italie. Et ça, Seveso, vous connaissez, puisque Renfrew est classé Seveso seuil bas, il me semble. Non pas ce Rockwool projet. Saint-Éloi, oui. D'accord. Donc Seveso, c'est une norme maintenant qui tire son nom de cet accident de juillet 1976 en Italie. Accident qui a atteint plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été affectées dans leur santé, puisque c'est un déclenchement de trichlorophénol essentiellement, qui est une dioxine, donc qui est très nocif pour la santé, qui a tué un certain nombre de donc ça vous avez l'image ici, un certain nombre de bétail, qui a provoqué des maladies de peau dans la population, et qui était en quelque sorte à chaque fois qu'il y a un accident, il y a des réglementations qui suivent derrière. Alors la loi de 1976 en France, en réalité, elle était déjà prête, en fait, le jour de l'accident, puisqu'elle a été votée le 19 juillet, mais elle était déjà prête, elle était déjà dans l'agenda de l'Assemblée. Donc c'est pas du tout en lien, c'est vraiment une coïncidence. Mais cet accident, en fait, a permis aux États de constater que les règles de prévention et de surveillance n'étaient pas les mêmes partout en Europe, et qu'il fallait harmoniser cela dans le cadre de la CE à l'époque, et puis du projet d'Union européenne, du marché commun, et de l'Union européenne en 1986. Et donc on a 3 directives qui successivement ont été votées, qu'on appelle les directives Seveso. Et donc la première c'est 1982, donc c'est pour ça qu'elle s'appelait Seveso, parce qu'il y a eu ce grand accident. Et ces directives Seveso avaient pour but de renforcer les règles techniques en fait vis-à-vis des établissements industriels, et aussi surtout parce qu'on dit Seveso, c'est-à-dire qu'on a renforcé les règles à la cause de l'accident, mais en fait Seveso c'était surtout pour harmoniser les réglementations entre les États européens. Pour les harmoniser parce que en plus avec les agrandissements successifs à l'Union européenne, au début la CE il n'y a que 6 États, maintenant on est plus de 27, 27 ou 28 je ne sais plus.
Et donc, il s'agissait d'harmoniser les législations européennes, qui n'étaient pas les mêmes, dans un but de concurrence loyale. Donc, ça ne veut pas dire que Seveso, c'est plus strict, en fait. Ça veut dire qu'on met tout le monde au même niveau. Et que parfois, on s'aligne sur celui qui a les règles les moins strictes, en fait. Et que ça prend, et cet alignement prend des années, voire des décennies. C'est pour ça qu'il y a eu 3 Seveso. Il y a les directives Seveso 1982, ceux de 1995 et ceux de 2002, je crois, qui en fait, pour la France, ont été des moments de régression aussi du droit de l'environnement. Alors on va voir là maintenant. Déjà, premièrement, la loi 1976, elle est considérée par certains juristes en fait comme déjà une première régression du droit de l'environnement. Si je cite Gabriel Ullmann, c'est le deuxième paragraphe ici, hein, il dit que, alors Gabriel Ullmann, c'est un juriste qui a été inspecteur des établissements classés, donc il aurait pu mener l'enquête publique de Rockwool si lui-même n'avait pas été viré, en fait, exclu de cet ordre des inspecteurs, parce qu'il rendait des avis négatifs tout le temps, en fait. Et donc c'est un juriste éco-toxicologue qui a fait sa thèse en droit, il a publié en 2011, je crois, en 2016, mais il a souligné en 2011, quelque chose comme ça. Et Gabriel Ullmann, donc, il concluait, donc sa thèse est portée sur la loi de 1976, il concluait que cette loi avait repris les dispositions des lois de 1810 et 1917 en les modernisant, donc là je cite, hein, c'est lui qui l'écrit, mais en innovant peu. La nomenclature a vite connu de multiples transformations qui se sont traduites par de nombreux déclassements d'établissements. La transposition de directives européennes récentes a encore renforcé ce processus avec l'entrée d'une nouvelle nomenclature. Rarement une telle régression du droit de l'environnement a été atteinte, d'autant plus qu'elle est amplifiée par une dissociation marquée entre les installations classées et le milieu récepteur. Donc en quelque sorte, bon, il dit plein de choses là-dedans, il faudrait faire une explication de texte détaillée, mais en gros il dit que l'esprit des lois de 1810-1917 qui protégeait les industriels, en gros, a été reprise, et que, en fait, tout a été un jeu de permutation ou de nouvelles nomenclatures, parce que la loi de 1917 et puis celle de 1976 jouent sur des systèmes de classes. Donc si on est dans la première classe, on va avoir des contrôles plus ou moins stricts et des procédures plus ou moins longues. Si on est dans la deuxième ou la troisième classe, ça va être plus facile pour l'industriel parce que c'est potentiellement moins dangereux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1976, on est passé de 3 classes à 2 classes. Et que ces 2 classes avaient d'autres noms, on les appelait plus des classes, on les appelait les établissements soumis à autorisation et les établissements soumis à déclaration. Donc il n'y avait plus que 2 régimes. Et donc cette loi, elle a permis quoi? Elle a permis de sortir plusieurs centaines de milliers d'installations de l'autorisation, en les faisant passer à la déclaration seulement. Parce qu'avant, première, deuxième ou troisième classe, il fallait une autorisation. Ça nécessitait une enquête, l'avis des voisins, etc. Maintenant, en gros, sur les 550 000 établissements ICPE en France, eh bien, il y en a 500 000 qui sont dans le régime de la déclaration. C'est-à-dire que 95% en fait, des établissements classés n'ont qu'à déclarer leur fabrication, le fait qu'ils ne sont plus soumis à autorisation. Donc c'est toute une série de jeux, un jeu de nomenclature, c'est-à-dire que les règles globales sont à peu près les mêmes, sauf qu'on déclasse par un changement de nomenclature un certain nombre d'établissements. Donc ça c'est un des aspects. L'autre aspect c'était de fusionner le droit des établissements industriels dans le droit de l'eau, le droit de l'air, le droit du sol, etc. Qui avait fait l'objet de certaines lois dans les années 1960, et ça a compliqué beaucoup ce qu'on appelle l'effectivité du droit, c'est-à-dire la capacité aux inspecteurs et ensuite aux juges éventuellement en cas de contentieux de faire respecter le droit, parce qu'il y a plusieurs codes de l'environnement, code des établissements classés, qui pouvaient se répondre avec des interprétations sans cesse différentes en fait. Bon, alors, comme il faut que je ne sois pas trop long et puis qu'on ait une discussion, j'avance un peu, mais depuis 1976, voilà ce qui s'est passé en gros. Il y a plein de barrières en fait, des barrières pour l'industriel qui ont sauté. Par contre, plein de protections pour les voisins qui, elles aussi, ont sauté en fait, dans le même mouvement en fait.
Tout d'abord, depuis 1976, on se rend compte que ce n'est plus aux établissements industriels d'être loin des habitations, c'est aux habitations d'être loin des établissements industriels, en gros. C'est un peu ça la logique qui prévaut, avec une première loi en 1987, hein, en gros, qui, sur l'urbanisation autour des sites, c'est-à-dire que ça prend pour acquis que les établissements industriels sont installés, et donc ça crée des périmètres de protection de ces industriels vis-à-vis des habitations. C'est-à-dire que ça interdit un certain nombre de possibilités d'habiter près des usines, ce qui n'est pas un raisonnement absurde en soi, mais ce n'était pas tout à fait les raisonnements antérieurs, c'est-à-dire que les raisonnements antérieurs, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine forme de droit d'antériorité, mais à partir du moment où il y avait eu urbanisation, si un industriel était quand même dangereux pour la population, on essayait de le déloger. Vous vous souvenez d'AZF, hein, qui a explosé en 2001. C'est une usine qui était à l'extérieur des habitations. Ensuite, ça s'est urbanisé, sauf que cette usine, elle aurait dû être déplacée en fait. Hein. Sauf qu'après, le régime de 1976 à 1987, ça devenait de plus en plus compliqué. Et puis, ça s'est renforcé, ça, avec les PPRT en 2003. C'est la loi Bachelot, hein, les plans de prévention des risques technologiques, qui fait suite à AZF et qui a été prise justement à la suite de cette explosion. Et le but, là, ça a été, non pas d'interdire de nouvelles constructions, mais d'exproprier les constructions autour des usines. Donc, l'idée n'est pas non plus idiote, dans le sens où on essaie de protéger les populations. Donc, s'il y a une usine qui fonctionne et qu'on parvient à proposer un logement moins dangereux à une population, à des gens qui habitent là, c'est pas une idée stupide en soi, sauf que ça entérine le fait que les industriels sont là, et ça leur permet de se créer une zone à de protection sans habitation, mais ça fait aussi se déménager des gens qui vivent là depuis très longtemps et qui veulent rester habités en général chez eux. Et donc il y a des exemples, par exemple au Havre, des exemples vraiment très douloureux de quartiers très anciens des années 50, des années 60, qui ont dû déménager, habitant les uns après les autres, pour s'éloigner des usines pétrochimiques du Havre et notamment des lieux de stockage. Et ça a été avec beaucoup de déchirements que la population a dû quitter les lieux, par exemple. Hein. Donc il y a d'autres exemples comme ça. Donc ça, c'est la première évolution, c'est plutôt faire éloigner les habitants des usines plutôt que les usines des habitants. Une autre évolution, c'est que devant la charge de travail et les manques de moyens qui ont été mis à disposition de l'État, il a été demandé aux industriels de s'autoréguler eux-mêmes. Et notamment ceux du régime de la déclaration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inspection pour les régimes de déclaration. On demande aux industriels de fournir régulièrement des audits, une accréditation en fait sécurité qui est faite par des organismes privés agréés. C'est-à-dire que c'est eux, les artisans, les industriels, qui doivent payer une entreprise accréditée pour faire leur contrôle de sécurité. Donc on est dans un système d'autorégulation parce que c'est l'industriel qui va trouver l'entreprise accréditée. Et cette entreprise accréditée, c'est pas l'État, hein, c'est pas du tout une inspection d'ordre public, c'est une entreprise juste accréditée par les services publics pour faire cette évaluation. Voilà. Et puis tout ça s'intègre dans le New Public Management, hein, c'est-à-dire la nouvelle gestion des affaires publiques, hein, qui a été mise en place dans les services de l'État depuis 40 ans en gros, mais qui ça s'est encore renforcé dans les dernières années, hein, où l'idée c'est un accompagnement par projet, avec une feuille de route sur plutôt style entreprise, plutôt que service public traditionnel comme on l'entendait. Hein. C'est dans ce cadre-là, par exemple, que France Télécom est devenue Orange, avec tous les aspects droit du travail qui ont sauté par la même occasion, hein, par exemple. C'est dans le cadre de New Public Management. Alors, une autre évolution depuis, c'est les changements de classement. Donc, ça je l'ai déjà dit, on était passé de 3 classes à 2 régimes, autorisation et déclaration. Ça a permis de déclasser un grand nombre d'entreprises soumises à l'autorisation, à peu près 90%. Et il y a une 3e classe qui s'est créée en 2009 par ordonnance. Et par ordonnance parce qu'en janvier 2009, il y a une loi qui a permis au pouvoir exécutif de modifier la réglementation des ICPE par ordonnance. C'est-à-dire qu'auparavant, avant janvier 2009, donc ça c'est pendant la présidence Sarkozy, hein, avant 2009, il fallait une loi pour changer les réglementations.
Et depuis 2009, pour les ICPE, il suffit d'une ordonnance, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui rend cette ordonnance sans avoir à la faire voter. Et on a eu plusieurs ordonnances, vous allez avoir quelques exemples dans cette... la première d'entre elles, c'est quelques mois après, 5 mois après, notre première ordonnance qui crée un nouveau régime, celui de l'enregistrement. Ce nouveau régime de l'enregistrement ne vient pas rogner sur ceux qui sont juste à déclaration, il vient rogner sur les établissements qui étaient soumis à autorisation. Donc la différence entre l'autorisation et l'enregistrement, c'est que l'enregistrement peut se passer d'une évaluation environnementale, alors que ceux qui sont sous le régime d'autorisation doivent procéder à l'évaluation environnementale. Donc ça raccourcit les délais, ça donne moins de contraintes, etc. Et ça aboutit depuis 2009 à ce qu'il y ait 30% d'établissements en moins qui soient soumis aux règles de l'autorisation. Donc encore une fois, c'était favorable aux industriels. Et puis une autre ordonnance de 2016, et 2016 là, ça a été pris à l'époque où Emmanuel Macron en fait était ministre de l'économie et des finances, hein, avant qu'il soit président de la République. Et là, c'est une ordonnance qui permet de faire une évaluation environnementale au cas par cas, c'est-à-dire que c'est le préfet pour les établissements soumis à autorisation qui allait décider de faire une évaluation environnementale ou non. Donc encore une fois là, ça permettait à certains établissements soumis à l'autorisation de se passer de l'étude environnementale, qui pouvait allonger les délais, donner des contraintes supplémentaires aux industriels. Alors, le recours des tiers aussi, c'est un aspect très très important, hein, et de plus en plus limité, ce qui rend les contestations et les oppositions très compliquées de nos jours. Avant la loi de 1976, il n'y avait pas de délai. On pouvait s'opposer à un établissement et contester ses conditions d'autorisation sans délai, c'est-à-dire ça pouvait être 10 ans après. En 1976, le délai est passé à 4 ans. Ensuite, à 1 an en 2010, puis à 4 mois par l'ordonnance de janvier 2017. Et la loi Assad, dont je vais parler tout à l'heure, de décembre 2020, comptait faire ce délai de recours à 1 mois. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, une fois que l'arrêté d'autorisation de l'usine avait été fait, au bout d'un mois, plus aucun recours possible. Ceci dit, de nos jours, c'est 4 mois, ce qui n'est pas très très long. 4 mois après la mise en service de l'usine, mais vous voyez qu'en 40 ans, on est passé de 4 ans à 4 mois pour les recours des tiers. Et globalement, tous les contre-pouvoirs sont effacés, c'est très dur, vous l'avez vu pour Rockwool de se mobiliser contre l'usine qui a le soutien du préfet. Par ailleurs, il y a aussi une tendance à la désyndicalisation des ouvriers, des employés, la suppression des comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises, qui sont syndicats et membres des comités d'hygiène et de sécurité, autant de sentinelles de l'environnement, parce que c'est eux qui connaissent les procédés de fabrication, c'est eux qui connaissent les produits, ça crée toujours du lien social, des façons de combattre et de s'associer pour faire connaître des éventuelles infractions. Et donc il y a un affaiblissement très très clair des contre-pouvoirs dans la société, c'est d'un point de vue global, ça ne concerne pas que le droit à des ICPE, mais d'un point de vue global. Et donc ça limite et ça rend plus difficile en fait le recours des tiers. Et puis donc enfin, c'est les faiblesses des services de l'État, avec vraiment un faible nombre d'inspecteurs, puisqu'il y a 1300 inspecteurs équivalents temps plein qui sont employés par l'État, que ça a baissé très très fortement dans les années 2000, hein, donc moins 40% entre 2006 et 2018. Donc juste avant Lubrizol. Donc depuis Lubrizol, il y a un petit rattrapage qui a eu lieu, puisque le ministère, le gouvernement avait dit qu'il fallait augmenter de 50% le nombre d'inspecteurs, donc l'objectif n'a pas été rempli, hein, puisqu'il y a eu une augmentation de 25%, je crois. Mais il y a eu ce petit rattrapage, mais globalement, il y a de moins en moins d'inspecteurs si on regarde depuis 40 ans. En tout cas, depuis 20 ans, il y a moins d'inspecteurs, alors qu'il n'y a pas forcément moins d'usines en fait. Et par ailleurs, ceux qui inspectent sont souvent issus du corps des mines, et que donc les inspecteurs sont eux qui peuvent poursuivre l'industriel. Et donc aboutir à ce qu'il y ait une astreinte administrative, des amendes, et ensuite éventuellement, si l'industriel ne se plie pas aux astreintes, à ce qu'il y ait le parquet qui s'en charge et qui poursuive l'industriel en justice. Hein.
Donc c'est vraiment les inspecteurs qui sont au cœur des poursuites éventuelles. Et ces inspecteurs, en fait, la plupart du temps, sont des ingénieurs des mines. Enfin, c'est pas tous le cas, mais beaucoup. Ils sont beaucoup formés dans ce cadre-là et en général plutôt dans un état d'esprit assez favorable à l'industrie. Et donc plutôt à essayer de résoudre les problèmes par des moyens techniques plutôt que par la contrainte ou la punition juridique. Alors, malgré tout, malgré tout, peut-être à cause de ça, et contrairement peut-être à une idée qu'on pourrait avoir en tête, qu'on est dans une société de plus en plus sécurisée, que en fait les progrès, on est dans une société où il y a toujours plus de progrès, le droit, la technique, on progresse, ça va de mieux en mieux. Ben, en fait, vous allez voir, je vais vous montrer les chiffres, il y a de plus en plus d'accidents industriels en fait en France. Et dans le monde aussi d'ailleurs. Et surtout dans le monde d'ailleurs, mais c'est aussi du fait de l'industrialisation de l'Asie depuis une trentaine d'années. Donc AZF en a parlé, Lubrizol en a parlé, ce sont les deux principaux accidents en France, mais AZF a tué plus de monde qu'à Feyzin, Lubrizol n'a pas eu de victime létale directement, mais il y a eu une pollution massive qui a eu lieu notamment dans le nord de la France. Et quand on regarde les statistiques des accidents industriels, et c'est pas moi qui les invente, c'est directement issu des sources du ministère, donc, puisque là on a ces chiffres-là dans l'inventaire des accidents technologiques survenus en 2002, mais avec un historique dans le rapport sur 10 ans. Donc les chiffres, on est passé de 740, 798, 712 accidents en 2012, 2013, 2014, et tout d'un coup 2015, ça augmente, 865, alors 2015, 2016 sont les premiers assouplissements des lois avec les ordonnances notamment, 873, puis à partir de 2017 on est au-dessus de 1000, en fait, tous les ans, 1255, 1210, 1100, 1157, 1163. Donc en gros, en 10 ans on est passé de 750 accidents en moyenne à 1100, 1150 accidents en moyenne en fait. Donc ce sont des accidents, il y a eu un article dans Le Monde d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur les accidents du travail, il y a 2-3 jours, ces accidents qui sont invisibilisés en fait, mais qui sont encore très nombreux, qui tuent de très nombreuses personnes en France, et la plupart du temps les victimes de ces accidents-là sont des accidents du travail en fait, enfin ça se traduit en accident du travail, ce ne sont pas des voisins qui meurent, etc., comme pour AZF par exemple, mais parfois c'est des victimes, des décès. Donc c'est particulièrement inquiétant, et ce qui est particulièrement inquiétant aussi, c'est de voir que les infractions sont de plus en plus nombreuses, mais il y a une impuissance publique à les poursuivre en justice pénale. Parce que oui, je vous ai dit tout à l'heure, 1810 permettait de dépénaliser le processus industriel, ce qui était vrai. Et cette pénalisation, en fait, elle est revenue par le droit de l'environnement, en fait, dans les années 70. C'est la loi 1976, ça j'en ai pas parlé, mais elle repermet à des cours correctionnels de poursuivre des industriels en fait. Elle permet, donc ça a été une avancée plutôt. Mais quand on regarde en fait depuis 1976 et encore de nos jours, si je conclurai là-dessus sur le rapport de la Cour des comptes qui a été rendu public il y a une semaine, il y a seulement 10% des contraventions, infractions au Code de l'environnement, c'est-à-dire que ça concerne la sphère pénale, 10% des cas seulement qui sont poursuivis devant des tribunaux de correctionnels. Donc il y en a 90% qui ce n'est pas le cas. Et pourquoi? Parce que il y a deux processus qui aboutissent à ça. C'est premièrement, c'est que les pouvoirs publics attendent la régularisation des installations avant d'enclencher une justice, comme dit le case, un cas judiciaire. Donc parfois l'industriel régularise, mais parfois non. Souvent l'industriel préfère payer des amendes, parce que les amendes, et le rapport de la Cour des comptes actuel le dit aussi, les amendes sont faibles. Elles sont faibles parce que les industriels, ils ont déjà provisionné dans leur compte, en fait, en général, cette possibilité de payer des amendes pour des problèmes environnementaux. Et aussi un autre aspect qui était déjà là avant, mais qui a été renforcé par une des ordonnances que j'ai citées, je ne me souviens plus si c'est de 2016 ou 2017, mais c'est à chaque fois essayer de trouver un système transactionnel. Donc un système transactionnel, c'est quoi? C'est les pouvoirs publics et l'industriel essaient de se mettre d'accord
entre en fait, la police des installations, qui va découler plutôt du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Environnement, et le ministère de la Justice et l'industriel, essayer de trouver une transaction, c'est-à-dire une pénalité en fait en argent tout de suite, qui ne soit pas vraiment une amende, mais qui permette à l'industriel en fait d'échapper à des poursuites judiciaires. C'est un système qui est très très développé aux États-Unis à la transaction. Éviter l'incertitude finalement d'un jugement en justice par un tribunal, et donc faire une espèce de voie moyenne pour que l'industriel s'en sorte, mais qui répare un petit peu ces infractions. Donc en fait, les poursuites pénales, de nos jours, elles sont assez faibles, 10% des infractions constatées seulement. Hein. Alors, je me suis posé la question pourquoi, en fait, parce qu'il y a un peu plus d'accidents, mais en même temps, c'est pas non plus une épidémie d'accidents comme ça, alors qu'on voit que le système est très protecteur. Donc, une des hypothèses, hein, c'est qu'on peut peut-être déréguler d'un point de vue juridique, c'est-à-dire moins protéger les tiers, si d'un point de vue technique on arrive mieux à maîtriser la sécurité. Et c'est une hypothèse, hein, je ne vais pas dire que c'est un résultat de recherche, mais on constate que les moyens techniques de prévenir le risque à la source sont de plus en plus performants par installation. A contrario, il y a des nouveaux procédés de fabrication, des nouvelles molécules, des nouveaux produits dont on a du mal à voir un peu la dangerosité. Mais de plus en plus, la dynamique technique, enfin la solution technique est de plus en plus préconisée et mise en pratique en fait. Hein, et que peut-être que la maîtrise technique permet d'une certaine façon de déréguler d'un point de vue juridique. Ça, on pourra en discuter. Alors, et je termine par une dernière section hein, du risque clé en main, parce que vous savez qu'il y a les sites clés en main de nos jours, les sites industriels clés en main, je vais en parler un peu. As soon as possible, pour ceux qui ne parlent pas anglais, as soon as possible, c'est aussi vite que possible, et l'acronyme c'est ASAP, A-S-A-P. J'en parle tout de suite parce que vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc, premièrement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que Emmanuel Macron est président de la République, il y a une espèce de feuille de route pour déréguler au maximum et simplifier la vie des industriels, dans un esprit de gestion d'État comme si on gérait une entreprise aussi. Hein. Et donc il y a la loi ESSOC, la loi pour un État et une société de confiance du mois d'août 2018, qui a donné au préfet en fait un rôle de plus en plus important parce que les enquêtes publiques sont simplifiées et que des simples arrêtés préfectoraux sans enquête publique, sans évaluation environnementale, pouvaient permettre des modifications des installations qui avaient été autorisées. C'est dans ce cadre, par exemple, que le préfet de Seine-Maritime a autorisé l'usine Lubrizol à stocker davantage de produits que ce qui était contenu dans sa feuille de route de conditions d'autorisation. Donc, en janvier et en juin 2019, par 2 arrêtés, le préfet a 2 fois autorisé Lubrizol à stocker des quantités très très importantes de fûts au-delà de son autorisation initiale, sans évaluation environnementale. Ça, c'est la loi ESSOC qui le permet. Sans la loi ESSOC, ce n'était pas possible, il fallait une évaluation environnementale. Donc vous voyez que ça a quand même des conséquences très très importantes. Alors la loi ESSOC ne concerne pas que les ICPE, la loi ESSOC concerne toutes les sphères de la vie en société, hein, le commerce, les transports, etc. Et ensuite, ça s'accélère encore, la simplification administrative pour les industriels s'accélère, puisqu'en 2019, on a un rapport d'un député qui s'appelle Kasbarian, que nous avons la chance maintenant d'avoir comme ministre du Logement depuis hier, qui a été consultant d'entreprise, qui a fait sa formation à l'ESSEC, cette grande école de commerce, et qui apparemment veut gérer le pays comme une grande entreprise néolibérale, et qui a été confié le rapport pour simplifier, pour accélérer les installations industrielles en France en septembre 2019. Il a rendu son rapport le 23 septembre 2019, et c'est à ce moment-là, 3 jours avant l'accident du Lubrizol quand même. Donc si, au niveau du timing, je ne sais pas si, je sais pas, ça a été difficile de faire mieux. 3 jours avant le Lubrizol, le Premier ministre Édouard Philippe disait que concilier une exigence environnementale forte avec l'attractivité et le développement industriel de notre pays est possible et même nécessaire. Et 3 jours après, le Lubrizol est sous les feux. Et alors ce rapport Kasbarian,
En fait, son objectif, et ce qu'il dit, c'est qu'il y a trop de règles pour l'industriel. L'environnement, ça commence à bien faire, en gros. Il faut que l'industriel puisse travailler, puis il y a les concurrences internationales, etc. Alors, ce rapport, il est en ligne, hein, donc on le trouve facilement. Donc, je vous en ai sorti un extrait, qui n'est pas visible ici, mais je vous l'ai mis ici parce qu'en bas, là, en haut, c'est le parcours de l'industriel jusqu'à l'autorisation de son usine. Et en bas, là, c'est les flèches, là, vous voyez, dans tous les sens, là, on dirait un labyrinthe. Il doit passer par toutes ces cases successives pour enfin arriver à l'autorisation. Et ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Tout ça, il faut réformer tout ça. Et c'est ce qu'il préconise, en fait, c'est de simplifier les règles pour les industriels. Et que toutes ces cases-là successives, au lieu d'en avoir 25, il n'y en ait plus que quelques-unes, et que ce soit la ligne droite, surtout pour aller le plus vite possible. Et quand on regarde, je vous invite à télécharger ce document sur Internet, hein, rapport Kasparian pour l'industrialisation. Quand on regarde, alors c'est un peu petit, mais la liste des personnes consultées, c'est assez effrayant, parce que vous avez une dizaine de catégories, enfin 10 catégories, et vous avez notamment, là j'ai pris la page où il y a la catégorie autres, donc, mais sinon il y a les organisations industrielles en 8, donc il y a toute une série d'organisations industrielles, de MEDEF, etc. Les industriels donc, et des aménageurs, donc il y a la liste des noms des industriels, donc il y a tous les grands patrons de France hein, qui sont dedans en gros, et autres, en fait, autres, on voit que il y a un acteur de la société civile pour la défense de l'environnement, c'est-à-dire le secrétaire général de France Nature Environnement. C'est-à-dire que pour cette loi réindustrialiser la France, il y a des dizaines de personnes qui ont été consultées, des banquiers, des industriels, des grands aménageurs, et un seul acteur de la société civile pour la défense de l'environnement. Alors ça nous amène, ce rapport Kasparian nous amène à la loi ASAP, as soon as possible, et donc là dans les grands ministères, les grands énarques ont dû mijoter longtemps pour trouver cet acronyme ASAP, hein, as soon as possible, accélération et simplification de l'action publique. Décembre 2020, qui a été voté, qui allège encore les contraintes, qui allège les enquêtes publiques, qui ne font plus l'objet d'un affichage obligatoire, par exemple, sur le site même de l'usine, avec des procédures dématérialisées qui éloignent encore les industriels et les usines des citoyens. Et puis, surtout, ces sites industriels clés en main, dont un de ces 127 sites qui ont été choisis, c'est le site sur lequel il recoule, sur le plateau, en haut. Le but de ces sites industriels clés en main, en fait, c'est de les présélectionner partout en France, en se disant, voilà, ce périmètre, on a estimé qu'il n'y avait pas de dangers environnementaux, il n'y a pas d'espèces rares à protéger, il n'y a pas de bassins versants dangereux pour une population en cas de pollution de l'eau, des choses comme ça. Et c'est de dire, voilà, si une usine veut s'installer là, il n'y aura pas d'études environnementales à faire, elle a déjà été considérée comme faite parce que c'est un site clé en main. Donc ça facilite énormément les implantations industrielles. Donc il y en a 127 à ce jour en France, dont celle sur le plateau sud de Soissons, là-haut. Et ils viennent d'en lancer, il y a quelques mois, là, 50 nouveaux. Donc il y en aura sans doute 180 à peu près en France dans les mois qui vont arriver. Alors je conclus avec le rapport de la Cour des comptes. Enfin, j'espère vous avoir montré que on était mal barré de ce point de vue-là. Mais le rapport des comptes, mais si avec moi qui le disais à la limite avec vous, on passerait pour des petits rigolos peut-être, mais le rapport de la Cour des comptes que vous pouvez télécharger aussi sur Internet, je l'ai envoyé à Nicole et qui peut le transmettre. Rapport de la Cour des comptes de novembre 2023, mis en ligne, public, 1er février 2024, donc on est vraiment dans l'actualité. Comme vous êtes peut-être un peu loin, c'est pas très grand, je le lis. Donc là, ce sont des citations, des conclusions de synthèse. Donc le nombre total d'ICPE demeure flou, faute d'inventaire précis des installations relevant des régimes de déclaration. Donc en fait, l'État ne sait même pas ce qui a comme usine, simplement du régime de déclaration en gros. Cette méconnaissance nuit à l'efficacité du dispositif. Les risques chroniques sont moins bien pris en compte que les risques industriels, donc que les risques accidentels. Donc risque chronique, c'est pollution. Les moyens de police environnementale de l'inspection des installations classées sont insuffisants. Les suites administratives engagées par l'inspection des installations classées en cas de non-respect de la réglementation et des prescriptions demeurent peu dissuasives.
Les plafonds ne sont pas proportionnels aux capacités financières des établissements, ni à l'enrichissement susceptible d'être lié au maintien d'une situation de non-conformité. En gros, c'est pas grave si l'industriel est délictueux, il paye, et puis c'est pas en proportion de la richesse qu'il permet d'avoir grâce à ce débit. Et donc ces plafonds ne sont pas majorés en cas de récidive. Enfin, les sanctions judiciaires demeurent rares et se résument surtout à des mesures alternatives aux poursuites. Bon, ça, c'est des conclusions que j'ai sorties du rapport parmi d'autres. Hein. C'est un rapport qui fait une 50aine de pages avec des pages d'annexes, hein, qui est très intéressant. Mais dans les buts, il faut toujours essayer de s'appuyer aussi sur des textes comme ça. Il y a le rapport du Sénat aussi de janvier 2022, je crois, qui était un rapport sur les accidents industriels et qui faisait suite à l'accident du Brisable, qui est téléchargeable aussi sur Internet, qui fait en gros un peu le même constat. Et donc, je pense que face à un préfet, face à des autorités publiques, il ne faut pas hésiter à dire que l'État ne remplit pas un rôle de surveillance très très strict en réalité, et que même il y a une forme de tendance à faciliter l'activité industrielle, mais c'est souvent au détriment des tiers et au détriment de l'environnement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis on peut commencer à discuter. Pas de micro qui se promènerait, mais allez, avec une bonne voix, ça doit pouvoir on doit pouvoir y arriver. Y a-t-il des questions qui vous viendraient, des remarques? Discret et c'est quelque chose d'invisible, qui ne se voit pas comme un accident. On parle de 58 000 morts par an de pollution atmosphérique en France, donc des morts prématurées, hein, c'est-à-dire que comme c'est pas par accident un accident, on voit tout de suite, c'est immédiat. Souvent, donc, les pollutions sont des maladies chroniques qui sont aussi multifactorielles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs et c'est très difficile de démêler, et ça, c'est un argument qu'on peut comprendre. Mais les estimations, c'est plusieurs millions par an à l'échelle de la planète. Donc ça varie entre 4 et 9 millions, en fait, suivant les organismes, l'OMS, etc. De pollution atmosphérique seulement. Je ne parle pas de la pollution de l'eau qui est aussi causée par d'autres facteurs aussi. Et en France, 58 000 morts par an. C'est les évaluations de... je ne sais plus, mais on peut retrouver facilement, je pense. Mais c'est une remarque très juste, effectivement. Mais quand même, le jour où c'était en début de semaine, l'histoire de Salindre et de la pollution au perfluoré, hein, c'était le 7 février, et ce jour-là, il y a eu une déclaration du gouvernement comme quoi on allait quand même... enfin non, c'est un rapport d'un député du Rhône qui dit qu'il faut relancer, justement, savoir combien d'ICPE il faut faire un état des lieux, hein, et enfin, là, on va faire quelque chose. Voilà. On ressecoue le cocotier. Il y a 35 mètres de déchets sur 100 hectares autour de cette usine à Salindre. Ça promet. Avec des tumeurs du cerveau potentiellement, enfin qui sont mortelles de toute façon, et qu'on va dénombrer, qu'on commence à dénombrer. Enfin, Soissons est déclaré territoire d'industrie dans le cadre du CRTE, contrat de relance et de transition écologique. Et dans la transition écologique, alors la transition écologique dans tout ça, elle est dans le mot. Hein, voilà. Ça veut dire que tous les bagarres qu'on a fait, ça ne servait à rien. On va s'installer quand même. Là, l'avenir n'est pas écrit, hein, je dirais. Il faut les bagarres qui ont eu lieu, à mon avis, en fait, premièrement, c'est nécessaire. Enfin, si vous pensez que cette usine n'est pas légitime et tout, c'est bien de se battre. Et voilà. Après, elle a peut-être ralenti, peut-être que ça va poser d'autres normes, et peut-être qu'elle ne sera jamais construite, cette usine. Voilà, qui connaît l'avenir, ça, personne. Mais on voit que les rapports de force ne sont pas favorables. Alors, parfois, il faut continuer de se battre malgré tout, aussi parce qu'on a notre honneur. Et puis cette mobilisation, elle a créé de belles choses aussi. Donc,
plein de gens se sont rencontrés, se connaissent, ça crée du lien social, et puis ça a peut-être permis de faire bouger quelques lignes quand même. Peut-être que l'usine serait déjà construite s'il n'y avait pas la mobilisation, et que là, il y aurait déjà les fumées qui s'abattraient sur 60. Donc c'est très difficile de démêler l'influence de mobilisation ou pas. L'important, c'est de... Quand on considère qu'on est dans un système injuste, puisque là, c'est beaucoup, en fait, je sais pas, il y a beaucoup de questions de justice et d'injustice hein, dans tout ça. C'est bien de se battre et de continuer et de se documenter, de voir quels sont les droits des uns et des autres et pour pouvoir mobiliser politiquement. Il y a les manifestations, il y a la pression qu'il peut y avoir sur le maire par exemple, mais il y a aussi juridiquement et je sais que Stop Rockwool a usé d'armes juridiques aussi et il peut continuer peut-être à le faire. Donc voilà, faut pas dire ça n'a servi à rien. Faut connaître, c'est bien de connaître le contexte, dans quel monde on est et qui on a en face de nous. Et c'est toujours bien de comprendre quelles sont les logiques qui les animent, quelles sont leurs forces. Et de là, oui, les forces sont inégales. Mais c'est pas forcément toujours les plus faibles qui perdent tout le temps. Vous savez ce qu'on doit faire, on continue. Que nos anciens, qui avaient justement, je veux dire, le pouvoir, et puis aussi les industriels de ce temps-là, parce qu'il faut se dire que Soissons, ça a été quand même un site industriel important sorti de guerre, entre la verrerie, la fonderie, les cartonneries, les chaudronneries, la mécanique, je veux dire, et avec aussi des polluants. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, tous ces sites industriels étaient à l'est du centre-ville. Et là, on va nous coller à l'ouest, sous les vents dominants, une entreprise avec un cocktail qui va de produits nocifs qui va nous arriver dessus, quoi. Et avec la situation géographique qu'on connaît bien de Soissons dans une cuvette, lorsque le terrain, le temps va être bâché, bah, ça va rester là jusqu'au moment où ça va se déposer, quoi. Voilà. Hein, donc, en fin de compte, on s'aperçoit quand même que nos anciens, bon, certes, il y avait l'Aisne qui était là pour pouvoir puiser aussi de l'eau, pour pouvoir notamment refroidir l'outil de production, mais quand même, il y a quand même un peu plus de bon sens que d'aller coller ça, je veux dire, en haut sur la zone du plateau. Mais monsieur, c'est scandaleux ce que vous venez de dire. Je m'inscris en faux. Il faut faire confiance au service de l'État. Vous êtes un mauvais citoyen. Oui, parce que c'est ce qui est avancé régulièrement. Hein. Au fond, il faut savoir que les usines sont contrôlées. Si elles ne sont pas ICPE, elles sont contrôlées une fois tous les 7 ans. Et les ICPE, c'est en principe Céveso, pardon, ICPE, Céveso, c'est une fois par an. Mais une fois par an, vous voyez bien que c'est... Alors en plus, ça pourrait être 2 fois, parce qu'une fois, ça serait en prévenant, et une fois sans prévenir. Voilà, ce serait ça l'idéal. Mais en réalité, ils n'arrivent pas à tenir ce quota. C'est une réalité, effectivement, et les inspecteurs n'arrivent pas à faire leur boulot. Alors, je voudrais aussi en profiter pour citer un cas, parce qu'il était dans la presse, il est dans la presse régulièrement. En 2017, une entreprise de l'Aisne qui fait du papier recyclé, qui est à Evernicourt. Voilà, et ben c'est Everbal, hein, voilà, on la nomme, à peu près 200 salariés. Eh bien, en 2017, première pollution et pollution de l'Aisne. Bon, alors, à ce moment-là, la pêche, parce que c'est la fédération de pêche qui a été informée, eh bien, elle est montée au créneau. Alors, en 2018, on commence à un petit peu remuer, et puis, ça passe en CODERST. Alors, ce fameux CODERST, c'est quoi? C'est une commission dans laquelle on trouve l'administration, les industriels, les maires, et puis les associations environnementales, les médecins aussi, pharmaciens, vétérinaires, vous voyez, un petit peu toute la société civile, plus donc l'administration. Et là, on nous propose un arrêté nouveau. C'est intéressant. On ne respecte pas l'actuel, et la solution, c'est quoi? On propose un arrêté nouveau. Eh bien, sachez que, pour une fois, le CODERST a dit non. Le CODERST a dit non, on ne va pas faire un nouvel arrêté, puisque ce qu'il faut, c'est appliquer déjà ce qui existe. Et on a dit à ce moment-là, il faudrait faire un arrêté de mise en demeure.
Alors le secrétaire général, il était nouveau là. Alors il savait, il n'était pas dans la combine, et je le dis, et j'espère qu'il saura ce que je le dis. Et à ce moment-là, il y a cru, quoi. Bon, et il se trouve que, eh bien, si on revient en 2023, eh bien, en 2023, nouvelle pollution de laine, encore constatée et matérialisée par la Fédé, et voilà. Et la Fédé a fait une lettre au début janvier pour rappeler tous ces éléments-là et pour dire, mais on fait quoi? Où est-ce qu'on en est? Et il se trouve que Everbal passe toujours entre les mailles du filet. Alors, on ne comprend pas, il y a des problèmes d'assainissement, il y a du fioul, alors on se dit du fioul qui part dans l'aine, c'est quand même assez étrange. Donc des choses, là, alors quand on parle de solutions techniques, là il y en a sûrement, mais en tout cas, elles ne sont pas mises en œuvre. Alors je ne dis pas qu'il y a des Everbal dans tous les coins de l'aine, mais tout de même cet exemple-là, il est assez éclairant pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, eh bien, on retourne avec cette idée-là. Est-ce qu'on peut faire confiance dans les services de l'État? Là, il y a bien des gens qui sont allés, les inspecteurs sont allés, mais la réalité, c'est pas. Il ne suffit pas d'aller. Il faut mettre en place des actions, des arrêtés de mise en demeure, et puis que ces arrêtés soient appliqués. Parce que là, je peux vous en raconter encore, si vous voulez, hein, parce que nous, on s'est occupé de la décharge d'Allemand, et les arrêtés de mise en demeure, je peux vous dire qu'il y en a eu. Pourquoi il y en a eu? Parce que nous étions au combat. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils étaient appliqués. Voilà. Bon, alors l'affaire est réglée aujourd'hui, cette décharge est fermée, mais tout de même, vous voyez, il y a effectivement des possibilités qui existent, mais il faut qu'elles soient appliquées. C'est essentiel, et elles ne le sont pas, forcément. Quelques années, nous avions fait une étude concernant la pollution, et ça coûtait 101 milliards d'euros à la collectivité, tout ce qui était environnement, c'est-à-dire maladies dues à l'environnement. On a des chiffres aussi intéressants là. Je vais peut-être en reprendre connaissance, si vous voulez. Alors naturellement, après les périodes nuages de Tchernobyl, Toulouse, du Brisol, Rouen, l'étude des dangers et des risques des industriels, traité récemment dans Envoyé spécial, c'était du 5 janvier 2023. Ils avaient fait une étude assez approfondie qui était très très bien faite. Et alors la réglementation n'est peu ou pas appliquée par manque de contrôle. En réponse à nos détracteurs que je cite, je fais confiance aux organismes de contrôle des risques industriels. Je leur réponds, la France n'a plus les moyens de ses ambitions. Pour preuve, 50 000 sites industriels classés dangereux sont contrôlés par 1600 inspecteurs pour toute la France. C'est un peu ce que vous nous aviez dit. Hein. Oui, c'est ça. Alors qu'il en faudrait 8000 pour que toutes ces infrastructures soient contrôlées une fois tous les 5 ans. C'est un peu les chiffres qu'on retrouve, que vous avez donnés, madame. Ces contrôles indépendants sont en moyenne de 4 jours en France, alors qu'en Allemagne, ils ont une durée de 20 jours. Vous voyez le delta? Les sanctions minimum en France sont de 15 000 euros. Pour une multinationale, c'est très faible, voire dérisoire. Et les préfets, comme vous le disiez, monsieur, préfèrent systématiquement voir l'aspect économique de l'industriel. Je vous invite aussi à lire l'excellent livre de Paul Poulain, expert en risque industriel. Tout peut exploser aux éditions Fayard. Il retrace bien un peu tout ce qu'il y a. Vous connaissez peut-être ce bouquin. Oui. C'est bien cerné tous les problèmes qu'il peut y avoir. Ben voilà, moi j'ai fini mon petit... Excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude de parler à public. Après, les industriels, je crois que leur raisonnement, c'est-à-dire le principe de précaution, c'est-à-dire qu'on ne va plus rien pouvoir produire, puisque potentiellement il peut y avoir des effets néfastes. Quand il y a un doute, quand on s'interroge, quand on est questionné sur des risques éventuels, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque de passer outre les risques ou est-ce qu'on en tient compte et qu'on dit bon, halte là, attendons d'en savoir davantage? Il y a toujours un espèce de calcul bénéfice-coût, hein, en gros, en termes de risque.
Et le problème, c'est que c'est asymétrique, parce que le bénéfice, c'est le bénéfice pour l'industriel et le coût pour la société, en fait. Et oui. En gros, c'est souvent ça, c'est pas le coût pour l'industriel. Donc souvent, l'industriel, il a les bénéfices et la société, elle a le coût. Donc c'est un calcul qui est fait, mais avec on mélange les torchons et les serviettes, quoi, en gros, pour calculer et le législateur va regarder, il va dire, bah, ça c'est bon pour la société, cette production est bonne pour la société parce qu'elle apporte des emplois, de la richesse, etc. Il va y avoir des coûts sociaux, des coûts de santé, etc. Mais c'est bon pour la prospérité. C'est comme ça qui résonne. Voilà, exactement. Et oui, c'est comme ça que résonne. Alors c'est un peu le concept de l'utilité publique. Hein. C'est-à-dire que justement la loi 1810, c'est pour ça que j'en ai parlé, c'est l'origine de l'utilité publique qui rentre dans l'industrie. C'est-à-dire qu'en fait l'utilité publique jusqu'alors concernait les ponts, les routes, qui étaient d'objets d'utilité publique, qui permettaient d'exproprier certaines personnes par exemple. Avant 1810, on ne pouvait pas exproprier quelqu'un pour une raison d'industrie. Après 1810, c'est devenu possible. Et puis après, il y a eu les chemins de fer qui ont encore rendu ces questions d'utilité publique encore plus facilement applicables à toute une série d'activités économiques, en fait. Parce que les chemins de fer, pour exproprier un grand nombre de personnes, en fait. Donc, et quand on crée ce concept d'utilité publique pour un secteur d'activité économique, on assimile donc l'activité économique au bien général. Et ça, c'est fait sous le calcul, bon pour la société, enfin, une espèce de calcul, bénéfice-coût. Et en gros, on dit c'est bon pour la société en général, le pays. Et donc, oui, il y aura une zone de sacrifice qui va être créée à certains endroits, mais la somme de cette zone de sacrifice est inférieure à la somme des bénéfices pour la société en gros. Mais ça justifie des zones de sacrifice. Ça pourrait justifier des zones de sacrifice, mais en l'occurrence, à Soissons, sur le projet Rockwool, ce n'est pas le cas. C'est un projet qui est inepte, qui n'a aucun intérêt pour la société dans son ensemble, et on sait que les alternatives biosourcées, elles, auraient des intérêts, et nous éviteraient aussi la pollution massive à venir, et de se retrouver après avec une friche industrielle polluée, donc, qui sera dépolluée aux frais de la société. Donc, le principe est très intéressant, mais ici à Soissons, ça ne s'applique pas. On sait déjà que le projet est inepte, que le produit laine de roche est obsolète, que des grandes villes comme Paris, Amsterdam n'en veulent plus dans leur projet immobilier. Et à Soissons, pourtant, le projet semble désirable. Moi, quand j'en parle autour de moi, à mes amis, à mes connaissances, ou aux gens que je croise sur le marché, c'est extrêmement rare que je croise des gens qui soient favorables à ce projet. Alors comment ça se fait qu'on a un élu qui soutient à ce point ce projet, alors qu'autour de lui, tout le monde lui dit, dans son électorat même, on n'en veut pas. Enfin, il faut peut-être se rapprocher 20 ou 30 ans en arrière avec la... Monsieur Landry. Si vous voulez intervenir, le Code de l'environnement parle du principe de précaution dans l'un des articles préliminaires, l'article S110-1 du Code de l'environnement. Je ne vous en dirai pas plus. Non, vous parliez, monsieur, tout à l'heure de l'industrialisation de Soissons. Et j'ai à connaître d'un cas qui est tout à fait typique de ce que disiez monsieur, c'est que c'est le cap Baxi à Villeneuve-Saint-Germain, qui démontre deux choses: soit les normes ne sont pas adaptées, soit les produits qui n'étaient pas connus à l'époque, ou dont la dangerosité n'était pas connue à l'époque, s'est révélée, soit les services de l'État n'ont pas fait leur boulot. Mais aujourd'hui, vous avez des dizaines de riverains qui ne peuvent pas consommer l'eau de leur puits, qui ne peuvent pas cultiver leurs légumes, tout ça parce que une entreprise qui pourtant devait être surveillée a laissé dans le sol des traces extrêmement importantes, pérennes et durables, y compris en dehors naturellement du périmètre strict de l'entreprise, mais les riverains sont pollués et aujourd'hui sont soumis à une pollution extrêmement importante. Et alors, autre dysfonctionnement qui est très révélateur, c'est que ce site est actuellement réhabilité ou en phase d'être réhabilité par la communauté d'agglomération, par le PFLO, qui a fait naturellement des études. Ces études ont révélé la présence de tout un tas de polluants dont j'ai oublié le nom, et curieusement, l'ARS n'a jamais été avertie par cet organisme, mais ce sont bien les riverains qui l'ont alerté, qui vont donc du coup faire des analyses sanguines sur les riverains pour savoir s'ils ne développent pas des maladies. Mais vous voyez bien que même un aménageur se garde bien d'expliquer la pollution, et on va d'ailleurs être obligé sans doute de laisser
certaines parties de cette friche en état naturel, il ne faut surtout pas y toucher puisqu'on est incapable de dépolluer ou sans doute à des coûts extrêmement importants. Et ça, eh bien, c'était il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas ce que ça en est depuis très longtemps, mais vous connaissez tous Baxi, c'était dans les années 50, c'est ça et aujourd'hui, on va... Et aujourd'hui, en tout cas, les riverains en subissent, et peut-être au-delà, en subissent largement les conséquences. D'où on est exactement dans ce que vous disiez, il n'y a pas de contrôle de l'État en réalité. On connaissait que des gens ont construit autour, et puis maintenant, le résultat, il est là, quoi. Et c'est vrai que, bon... Enfin, n'empêche que, si on reprend quand même tout le secteur industriel à la suite de la guerre, il se trouve quand même, je veux dire, plutôt à l'est de Soissons, donc moins de nuisances sonores et moins de nuisances polluantes. Alors que là, avec ça, je veux dire, toutes les communes qui se retrouvent sous les vents dominants, c'est-à-dire Vauboin, Courmelles, Belleux, et puis ensuite après Soissons, tout ça vont en prendre. Moi, j'ai travaillé près de l'usine Saint-Elmois-les-Lines, ok? J'étais une semaine là-haut. Et je peux vous dire que le matin, quand je me levais, j'étais obligée de m'emmitoufler dans une écharpe parce que l'air était jaune-verte. Toute la nuit, ça sent les égouts à perte, mais tellement que ça schlingue. L'eau des ruisseaux, elle était rouge. Et moi, je ramassais des cailloux que quelqu'un était en train de sortir du fossé pour le déboucher. Je croyais que c'était des pierres précieuses parce que ça brille comme la pierre précieuse rouge. Et le gars m'a laissé tomber ça en disant que c'était du poison. J'ai vu autour de ces hangars, parce qu'à Saint-Elmois-les-Lines, si vous ne me croyez pas, il y a un terrain d'aviation, il y a encore une maison sur pilotis. Les gens étaient obligés de mettre des purificateurs d'air dans leur cuisine et dans leur chambre parce qu'ils ne pouvaient plus respirer dans la maison. Les gens sont morts de cancer, les enfants aussi. Les 5 personnes de la famille sont morts de cancer en 3 ans à cause des pollutions qui venaient. Donc l'eau, l'air, tout est pollué. Ce jaune tombait sur le toit et dès que la pluie arrivait, ça tombait dans les égouts et l'eau des égouts, tout devient rouge. Moi j'y étais la nuit, ça fait un potin dingue. On a l'impression que c'est un troupeau de taureaux qui court en furie. J'ai travaillé 5 jours là-haut, je suis rentrée blanche, ça puait et tout, mais j'étais malade pendant 8 jours à cause de ces odeurs. Oui, c'est vrai, c'est un polluant. Et si les gens ne veulent pas réaliser, il faut vraiment manifester contre ça parce que nous allons tous crever de cette saloperie. Voilà ce que j'avais à dire. Soissonnais, on n'a pas du basalte, mais on a du calcaire. Alors je vois pas, ça aussi, ça c'est une aberration complète. On va aller chercher ça dans l'Est ou en Allemagne. Et là, par contre, ça pose pas de problème. On va vous demander de baisser le chauffage. Suivi de l'avis d'un commissaire enquêteur, suivi de l'avis de la population concernée, de l'avis de la commune, des élus, l'avis du maire. Il semblerait que le représentant de l'État, à lui seul, incarné par le préfet, peut dire je m'assois sur toutes ces consultations et je peux donner l'autorisation envers et contre tout. Ma question, est-ce que celui qui donne l'autorisation, si d'aventure dans 5 ou 10 ans, tout ce qui est dénoncé venait à se transformer en constat, quelle serait sa responsabilité? Quelles seraient les poursuites juridiques qui pourraient être faites à l'encontre de celui qui a donné l'autorisation? Or, on sait que ceux qui donnent les autorisations, les préfets, en moyenne, ils sont là 1 an et demi, 2 ans. Et sur l'évolution du dossier, on aura vu 5 ou 6 préfets. Alors, s'il y a des juristes dans la salle, ils vont peut-être mieux répondre que moi, mais je pense qu'ils n'ont aucun risque de poursuite personnelle, dans le sens où ils ont pris leur arrêté dans le cadre d'une réglementation, d'une législation en vigueur, qu'ils ont pris en compte tous les avis et qu'ils les trouvent... voilà. Donc, bon, après, je ne sais pas, moi... Des avis, ils s'en foutent des avis. Oui, mais il les aura vus, il les aura regardés, il aura respecté la procédure et donc il aura respecté le cadre réglementaire du moment où il a pris son arrêté. Oui, non, mais bon. Comment on s'entend pas? Ah oui. Donc, oui, non, moi je pense qu'il ne craindra rien, ce préfet. À titre personnel, celui de Rouen a d'augmentation de stockage de Lubrizol. Est-ce qu'il est toujours en poste ou qu'est-ce qu'il est devenu? Alors,
Il était en première ligne hein, après l'accident. Et il a fait dans le cadre de la loi, enfin du respect de la loi et des ordonnances qui lui permettaient de donner. Donc actuellement, bon, il y a un procès en cours hein, pour le Brisol, mais contre l'industriel, pas contre le préfet. Et c'est l'État qui. D'ailleurs, l'État charge l'industriel pour aussi se dédouaner d'un manque de surveillance. Hein. Mais parce qu'ils essaient de montrer qu'en plus le Brisol a outrepassé ses autorisations successives. Mais oui, bah, le préfet il a donné 2 fois 2 autorisations sans passer par l'enquête environnementale parce qu'il y avait le droit. Il y avait le droit d'après les nouvelles ordonnances de 2018. C'est la loi ESSOC. Donc le seul moyen c'est de voter pour des gens qui vont changer le règlement et donc au niveau local, au niveau national et qu'on ait d'autres préfets. Et oui. Là c'est politique après. Il y a eu une enquête publique. Cette enquête publique, le commissaire enquêteur a donné un avis défavorable. On se demande à quoi elles servent. Il faudrait carrément les supprimer, puisque en fin de compte, c'est le gouvernement, par l'intermédiaire du préfet, qui a donné son autorisation à l'usine Rockwool. Depuis, ce préfet est parti. Il a d'ailleurs des gamelles judiciaires. C'est pour ça qu'il est parti. Enfin, voilà où on en est. Mais ce que je voulais revenir sur ce que disait monsieur, c'est les responsabilités. Je pense que les élus sont totalement responsables, notamment chez l'aglo. Et moi, je voudrais que le nom de tous les gens qui ont voté pour soit sur un tract, on distribue, parce que ces gens-là, ils votent contre l'intérêt de tout le monde, dans un vase clos, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas s'ils ont levé la main et tout. Par contre, qu'on dise, voilà, ces gens-là, ils ont voté pour. Parce qu'il n'y a pas que... je voudrais que ces gens, qu'ils voient que leur responsabilité, elle n'est pas dans l'ombre. Hein, que tout le monde le sache, qu'un tel a voté pour, contre les intérêts de tout le monde. Ouais. Voilà, c'est tout. Bravo! Alors, dans cette affaire-là, c'est un peu compliqué. Des sous puisque c'est l'ADEME. 2,2 millions d'euros par l'ADEME. Et il n'y a pas qu'une friche industrielle, hein, il y en a plusieurs. Hein. Il faudrait aussi qu'on sache ce que veut dire dépollution. Et il y a de quoi être assez inquiet. Parce que ça veut dire qu'on décalote la terre sur 1 mètre. C'est tout. Et cette terre-là, on va la considérer comme dangereuse. Donc elle va être mise dans une décharge pour déchets dangereux. Mais c'est tout. Vous comprenez ce que je veux dire dans c'est tout? Ça veut dire qu'on a enlevé une partie de cette pollution, et alors après on va remettre de la terre propre, et on va interdire par exemple le jardinage. Et en règle générale, ces sites-là peuvent être des sites pour des collectivités, on peut y mettre des HLM, des immeubles, mais jamais il n'y aura de jardin, de jardin potager, parce que ce serait dangereux. Vous voyez où est-ce qu'on en arrive, quoi? On arrive à une folie humaine absolument invraisemblable. C'est ça la dépollution, 1 mètre que l'on décaisse. Alors moi je voudrais revenir sur le vote de l'aglo. Il faut comprendre que l'aglo, elle a voté en 2017. Et tous ceux qui ont voté, ils ne sont pas forcément à l'aglo aujourd'hui, mais parmi ceux qui ont voté, qui d'ailleurs n'y sont plus aujourd'hui, eh bien ils disent nous ne connaissions pas le dossier. En fait, on est venu leur faire un cinéma, quelque chose d'élégant sûrement, où on leur a dit il y a 130 emplois. Je vous rappelle qu'à l'époque, cette pauvre zone, elle n'était pas trop riche en emploi. Donc, il y avait nos élus qui n'étaient pas très à l'aise parce que ça coûtait fort cher aux électeurs. Vous voyez, toute la boucle. Et donc, on leur jette la pierre. Et oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on leur jette la pierre parce qu'ils n'ont pas posé les questions qu'il fallait. C'est ça le drame. C'est pas qu'ils aient voté pour ou contre, au fond. C'est qu'ils ne savaient pas pourquoi ils ont voté. Et ils ont voté. Voilà, vous voyez. Et c'est pas les seuls. C'est pas les seuls. C'est une responsabilité d'élu, quand même. Mais oui. Quand on veut être élu, on s'intéresse au sujet. Donc, s'ils ne sont pas intéressés, il ne faut pas qu'ils se présentent à une élection quelconque. S'ils sont pour une place, pour avoir... si c'est pour ça,
Mais il y a eu d'autres votes depuis, non, de l'agglo? Il y a eu d'autres votes de l'agglo. Donc les derniers, là, ils connaissaient bien. Bah, ces gens-là, il faudrait mettre le nom. Oui, parce qu'ils passent dans la rue, là. Et ben moi, je voudrais bien les interpeller en disant, dites donc, j'ai appris que vous aviez voté contre les intérêts de tout le monde, là. Et vous connaissiez le dossier. Moi, ça me plairait qu'on leur... Ils sont élus. Alors, quand ils sont élus, là, ils mettent leurs affiches, leur tête et leur nom. Mais quand ils font des saloperies, il ne faudrait pas le savoir. Je suis pas d'accord. Si je peux me permettre, ils sont élus, mais aussi parce que c'est nous qui les avons élus. Ah, je suis d'accord. Et je me permets d'indiquer que l'incompétence des élus locaux, notamment sur le plan économique, est quelque chose d'assez préoccupant. Et au niveau de Rockwool, il y a quelque chose d'assez simple qu'on a tous en tête. Rockwool France est une filiale à 100% de Rockwool Monde, qui est danoise. L'intégralité des résultats remonte à la société mère. C'est-à-dire que toute hypothèse de ruissellement en France des bénéfices de Rockwool est complètement exclue. Mais surtout, en même temps, la totalité des gens qui ont voté les subventions à l'échelon local, régional, national, donnent à Rockwool 16 millions d'euros, en gros, pour 130 salariés. Ce qui fait que nous payons à une société qui est une société danoise 8 ans et 3 mois de salaire des 130 pauvres types qui vont être embauchés à Rockwool. Puisqu'on parle de subventions, la région a alloué à cette entreprise Rockwool 2,5 millions de subventions, avec le motif qui est simplement aide à l'implantation. Pas d'autre motif, on ne peut pas dire qu'on ait discuté sur effet de serre, etc., sur le climat, le dérèglement. Et vient d'être voté là des subventions pour les petites et moyennes entreprises. Eh bien là, on a voté 500 000 euros à partager entre 120 entreprises. C'est extraordinaire. Voilà. Mais ça, ce sont des faits, hein, c'est pas... voilà. Moi, je veux bien rajouter un petit mot dans la continuité de ce qui vient de dit par monsieur. D'abord, effectivement, les élus, nous, le collectif, nous les avons copieusement informés sur la réalité du projet maintenant, de même que de l'ensemble des Soissonnais. Tout le monde sait ce qu'il en est de la pollution. Tout le monde sait aussi que l'usine actuelle de Saint-Éloi-les-Mines ne respecte quasiment aucune des réglementations qui devraient lui être imposées par la préfecture. Rien. Et j'étais encore la semaine dernière avec des habitants de Saint-Éloi-les-Mines qui se plaignent terriblement des nuisances sonores depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que ça dépasse tous les seuils autorisés. Il ne se passe rien. On va vous présenter un plan d'amélioration sur 6 mois, et puis dans 6 mois on va se revoir, et puis il y aura à nouveau un plan d'amélioration, et l'industriel va s'engager à ceci, cela. Et en fait, non, il ne se passe rien. Donc nous, on n'aura peut-être pas le problème du bruit quand on aura l'usine, si un jour on l'a par malheur, mais on en aura d'autres des problèmes, c'est certain. Il faudra qu'on fasse confiance aux services de l'État. Et les services de l'État, en général, ils sont bons. Les services de l'État, parfois, font bien leur travail. Regardez ce qui se passe pour l'eau minérale. Les services de l'État étaient au courant que l'eau vendue par Nestlé n'était pas conforme. Et pourtant, ils l'ont quand même vendue avec l'autorisation de qui? Des élus. Des élus. Donc en fait, monsieur, vous avez raison, le problème, c'est les élus. Donc, rendez-vous aux prochaines élections municipales. Et en attendant, il faut continuer la lutte. On n'a pas perdu. Donc, on prépare différents événements qu'on vous proposera pour bientôt, pour le printemps, pour cet été. Mais en attendant, il y a une chose sur laquelle on a levé le pied, mais que nous souhaitons reprendre et nous vous y encourageons. Je dis nous, le collectif, hein, on est très nombreux dans la salle à représenter le collectif. On a décidé de reprendre l'affichage anti-Rockwool dans les communes, et plus particulièrement dans la commune de Soissons. Puisque le maire de Soissons prétend nous interdire cette liberté d'expression, nous le mettons au défi. On reprend l'affichage sur nos maisons, on met des pancartes les plus grandes possibles pour signifier notre opposition à ce projet toxique. Et on attend
que la mairie nous traîne en justice pour cela. Et on verra ce que la justice en pense. Nous avons de bonnes raisons de penser que nous gagnerons, et nous avons des conseils juridiques qui nous aideront pour cela. Donc je vous invite à vous procurer à nouveau des banderoles, des bâches, des autocollants. Ils sont à votre disposition derrière. C'est pas très cher, ça ne vaut rien par rapport au risque majeur que nous courons si cette usine se construit un jour. Et faites savoir cette information, s'il vous plaît. L'attitude du maire qui voulait effectivement me museler dans cette opposition, ce qui m'a d'ailleurs décidé à mettre du coup une affiche, par esprit de contradiction. J'ai donc procédé à une petite recherche de jurisprudence. Alors naturellement, toutes les choses sont aléatoires, la justice est aléatoire, mais vous avez des arrêts de la Cour de cassation qui sont extrêmement intéressants à propos des décrocheurs d'affiches. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce mouvement, des gens qui décrochaient les portraits du président de la République dans les mairies, donc qui les volaient, vous saurez que ça vaut moins de 9 € un portrait du président de la République, et qui les remplaçaient par un manifeste. Ces gens ont été poursuivis par des parquetiers zélés, et ceux qui ont soulevé le borne argument ont été relaxés. L'argument est le suivant, j'essaie de me concentrer, c'est qu'à partir du moment où vous défendez un intérêt général, ce qui semble bien être le cas de la cause défendue ce soir, et que vous commettez certes une infraction, puisque c'est un vol, où là, en l'occurrence, ce serait un soi-disant d'ailleurs manquement ou une contravention aux règles de l'affichage et de la publicité, ce qui en soit déjà très contestable, et bien à partir du moment où cette infraction est extrêmement modérée, puisqu'elle ne cause absolument aucun préjudice, dans ces cas-là, c'est la liberté d'expression qui l'emporte. Donc là, on est une petite infraction de rien du tout contre la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression qui l'emporte. Donc vous pouvez, à mon sens, mais voilà, comme c'est filmé, je prends beaucoup de précautions, parce que vous pourriez me demander ensuite de payer vos amendes. Je ne m'y engage pas, qu'on soit bien clair. J'espère qu'il y a un huissier pour l'écrire, mais je pense que vous ne courez strictement aucun risque juridique, et en plus, je vois mal le maire nous poursuivre, puisque c'est demain, c'est au moins, enfin je ne sais pas compter, mais c'est au moins 50 à une centaine d'affiches qui sont dans Soissons et qui manifesteront à nos élus notre désaccord, parce que pour l'instant il n'y a rien, à part quelques petites réunions sporadiques, mais ça ne se voit pas en ville que nous sommes contre. Eh bien, je pense que jamais un maire sérieux ne prendra le risque de traîner de potentiels électeurs devant le tribunal de police pour rien en réalité. Ça donnerait d'ailleurs une caisse de résonance à cette révolte qui serait bien trop importante pour lui, et il ne courra pas le risque. Voilà. Ça serait en fait... En plus, c'est très illégal, parce que moi j'avais mis une affiche et on est venu voir, la police est venue voir si j'avais bien retiré mon affiche, alors que les voisins en ont mis une plus grande et on ne leur a jamais rien dit. Donc il y a quand même une inégalité de traitement. Si ça n'est qu'une toute petite affiche, c'est toujours ça. Imaginez dans les rues de Soissons, partout sur les hauteurs, là, des petites affiches aux fenêtres, ça ferait de l'effet. Je pense que notre combat n'est pas assez visible. Il faut qu'on le dise, il faut que ça soit perçu, ressenti. Et nos élus, ils le verront, ça, ils le ressentiront. Voilà, et ben dites donc Thomas, où est-ce qu'on est allé? On en aurait terminé? Pardon, concernant la ligne RTE, c'est bien 70% que Rocoul va payer et 30% que l'aglo va payer. Pas l'aglo, non, 70% c'est Rocoul, effectivement, et 30% c'est les taxes que nous payons, tous les consommateurs payent. Voilà, hein, les consommateurs payent tous des taxes, et donc on alimente ce fonds d'investissement de RTE. Et on a le montant ? Oui, je ne peux pas vous dire là. Oui, on a le montant, oui. Il y a encore un monsieur qui veut prendre la parole. Bonjour à tous. Je voulais savoir, parce que moi je suis passé sur le site de Rocoul, il y a déjà des engins de chantier qui travaillent. Est-ce que de toute façon c'est une cause perdue parce que le chantier de toute façon est en progression, ou est-ce que les quelques affiches
ne seront qu'une parade pour la mairie. C'est ça que, si vous voulez, moi je suis passé là-bas, il y a déjà des engins de chantier qui travaillent. Donc, oui. est-ce que... Pour l'instant, ils ne construisent pas. On ne peut pas parler de... Voilà. Ils font des gros bras, quoi. Voilà. Bon. Aujourd'hui, allez, pour la situation précise, le permis n'est que provisoire. L'arrêté préfectoral n'est pas il est combattu et la décision du tribunal administratif n'est pas donnée, donc il n'est pas acquis. La déclaration d'utilité publique est au tribunal administratif et l'audience n'a pas eu lieu. Donc vous voyez, tous ces éléments font que pour l'instant, il n'y a pas de décision définitive au niveau du tribunal administratif, mais il y aura l'appel ensuite. Voilà. Et on est en appel déjà sur certains sujets. Voilà. En Provence, c'est 7 éoliennes qui ont été démolies sous ordre de la justice. Hein. Donc là, ils peuvent commencer, il peut très y avoir une décision de justice qui leur impose de démolir ce qui a été fait. Absolument. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils construisent pas. Tout à fait. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Bon, on vous invite peut-être à poursuivre les discussions. On vous remercie.